Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Outre-mer, 12 ans après les mouvements sociaux de 2009, les Antilles sont à nouveau en ébullition. Cela sachant que l'ensemble des parlementaires ultramarins n'ont cessé de prévenir le gouvernement sur la situation des territoires. J'en veux pour preuve qu'à titre personnel, j'ai adressé des questions tout au long de la législature sur l'état des hôpitaux et la situation sanitaire à la Martinique. Actuellement, l'épidémie reste très préoccupante avec seulement 30% de vaccinés et plus de 700 morts. La pollution au chlordécone, dont la résolution est au cœur des revendications et attend encore la réparation promise. La hausse significative des actes de violence par arme à feu et des demandes urgentes de renfort. Or, le niveau de sécurité ne s'est toujours pas amélioré. Et plus récemment, la question de la vie chère dans les Antilles, qui est plus que jamais une réalité quotidienne. Tous ces sujets ont un rapport direct avec les intenses mobilisations qui ont lieu dans les Antilles ces derniers jours. Pour ne parler que de la sécurité, nous avons demandé à maintes fois des moyens par le biais d'amendements et d'interventions des élus via le renforcement des effectifs de police avec une centaine d'agents supplémentaires. Une écoute plus attentive aurait évité de dépêcher in extremis des agents du GIGN et du RAID en Martinique et en Guadeloupe pour la protection des populations. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, ce qui se passe dans les Antilles n'est qu'un début d'incendie qui risque de se généraliser sur l'ensemble des Outre-mer. À la Martinique, la collectivité territoriale, les maires, les présidents de PCI et les parlementaires ont réussi à pallier préalablement à la situation grâce à une conférence territoriale de l'action publique pendant que des propositions d'autonomie étaient faites en Guadeloupe, Monsieur le ministre. La France hexagonale pourrait-elle enfin reconnaître les populations lointaines ultramarines sans y voir que le zouk, le rhum, le soleil et les plages? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Josette Manin. Déjà, je tiens à rappeler que les personnes qui, la nuit, voulaient tenter d'assassiner des policiers et des gendarmes n'ont rien à voir avec les revendications sociales qui se sont fait jour en journée. Et donc je pense que nous devons condamner les violences. Je l'ai fait en Martinique, en Guadeloupe. Certains élus, malheureusement, ont eu du mal à le faire. Je sais que vous l'avez fait. Et donc je crois qu'on peut dire merci à nos forces de l'ordre qui ont rétabli la sécurité, qui ont été exposées à de graves dangers pendant de nombreuses journées et nuits. Et au moment où nous parlons, en Martinique, il n'y a plus un seul barrage. En même temps, il y a ce dialogue qui doit se poursuivre, de deux natures. Un dialogue déjà social à l'hôpital sur la question précise, que vous n'avez pas citée, Madame la députée, mais de l'obligation vaccinale des soignants, qui est le fait générateur, il faut le dire, et vous me l'avez dit vous-même lorsque j'étais présent sur votre territoire. C'est un dialogue social qui se fait sous l'autorité d'Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, puisqu'il en va aussi du rôle de l'État employeur avec sa fonction publique hospitalière dans les différents CH, le CHU, et bien évidemment les EHPAD. Et puis enfin, il y a d'autres ateliers qui sont en train de travailler. Vous avez rappelé cette méthode tripartite, État, intersyndicale et évidemment les élus locaux, les collectivités territoriales, qui nous permet d'avancer sur un certain nombre de sujets. Vous l'avez vu, puisque je vous ai adressé un premier mandat qui a été donné au préfet, notamment sur la question de la jeunesse, parce que sur un certain nombre de barrages, on l'a bien vu en journée, c'est une jeunesse désœuvrée qui se pose des questions redoutables pour son avenir en matière d'emploi, en matière aussi de sport, de culture. Bref, il y a une dimension interministérielle dans cette réponse et donc nous continuons d'avancer. En Martinique, le dialogue avance. Il est ralenti, et merci de l'avoir dit aussi, par cette vague épidémique qui se profile. Et nous avons un certain nombre de clusters, malheureusement, y compris parmi les participants à ces ateliers, qui ralentissent un peu ce dialogue social. Mais nous devons aussi nous préparer à faire face à cette nouvelle vague épidémique, Madame la députée. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous sommes le 7 décembre. Aujourd'hui, après des mois de mobilisation, le secteur social et du médico-social est dans la rue. Les métiers du soin vous alertent depuis des mois, des années. Ils sont en première ligne et particulièrement mobilisés avec la crise sanitaire. Ils attendent des réponses. Demande de revalorisation, inégalité de traitement entre les professionnels, manque de reconnaissance, évolution de carrière peu lisible, épuisement des équipes travaillant à domicile ou en établissement. Monsieur le ministre, c'est une véritable pénurie de personnel qui se déploie face à ces conditions de travail qui provoquent un manque de vocation et la fuite des personnels. Ceux qui en souffrent
Actuellement, ce sont tous les Français touchés et qui sont concernés, ainsi que les proches qui accompagnent. Les personnes âgées qui attendent une vraie loi autonomie, comme l'a rappelé le président de l'UNCAS. Les enfants et adultes en situation de handicap, parfois renvoyés chez eux faute de professionnels disponibles. Les jeunes enfants ou adolescents de la protection de l'enfance, dont nous savons la situation à bout de souffle, ainsi que les personnels exclus ou en difficulté sociale qui ont besoin d'être accompagnés. Il faut une réponse urgente et un budget. Une revalorisation des salaires dans le cadre du Ségur pour la santé, sans mise à l'écart d'une partie des salariés. Pour tous, l'équité, Monsieur le Premier ministre. Une revalorisation du point d'indice, de vrais investissements de l'État dans ces secteurs, la revalorisation des dotations et subventions aux associations de secteur. Le dialogue doit s'ouvrir, et particulièrement entre l'État, les départements, et avant votre conférence qui est prévue le 15 janvier. Il y a urgence. Qu'attendez-vous pour nous tenir informés sur ce sujet ? Merci. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, d'abord, je tiens à souligner l'extraordinaire travail effectué par les professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Ils ont toute notre reconnaissance. Mais je tiens aussi à dire qu'à chaque difficulté, le gouvernement et à chaque étape, le gouvernement a répondu présent. En mai dernier, nous avons annoncé la revalorisation de 183 € par mois au 1er janvier pour les personnels soignants, les aides médico-psychologiques, les accompagnants éducatifs et sociaux, les auxiliaires de vie du secteur privé non lucratif, financés par l'assurance maladie. Face aux tensions que l'on connaît sur le recrutement, le Premier ministre a tenu à avancer ses annonces sur la feuille de paie de novembre, et pour cela, pour plus de 20 000 professionnels qui dépendent même des foyers, de la compétence des départements que nous prenons à notre charge. Ce sont près de 100 000 professionnels qui ont obtenu une hausse de 183 € net par mois en novembre. Il s'agit d'un engagement majeur du gouvernement qui représente près de 500 millions par an. J'invite solennellement l'ensemble des employeurs qui ont reçu de l'État les moyens nécessaires pour procéder à cette augmentation au 1er novembre de le faire dans les plus brefs délais. Il est inacceptable qu'encore aujourd'hui, sur la feuille de paie de novembre, cela ne se ressente pas. Vous le voyez, l'État a fait sa part, même au-delà, en couvrant les soignants, financés par les conseils départementaux. Mais au-delà de ces mesures, nous devons également travailler sur les métiers de l'accompagnement, afin que tout un chacun bénéficie de la juste reconnaissance de son expérience et de son expertise auprès des personnes en situation de handicap. S'il nous faut désormais que chacun soit dans ses responsabilités, les employeurs, les syndicats, en avançant sur les négociations, ainsi que les départements, l'ensemble des départements financeurs doivent être présents autour de la table. Le Premier ministre l'a annoncé avec une grande conférence. Elle nous permettra de dessiner un calendrier partagé, justement pour tous ces personnels qui nécessitent vraiment notre connaissance et pour lesquels nous avons déjà beaucoup avancé. Nous devons le faire ensemble parce que c'est chacun dans sa responsabilité qu'on y arrivera. Monsieur le garde des Sceaux, notre système judiciaire va mal. Il y a 2 semaines, 3 000 magistrats signaient une tribune dénonçant leurs conditions de travail suite au terrible suicide d'une de leurs collègues. Manque de personnel et de moyens matériels, surcharge de travail, encombrement de toutes les juridictions. Aujourd'hui, la moitié des magistrats français soutiennent officiellement cette tribune. Dans ma circonscription en Haute-Garonne, le tribunal de Saint-Gaudens n'a toujours pas droit à une juridiction pour mineurs. Les affaires étant délocalisées à Toulouse, nos concitoyens du Comminges et du Savès doivent faire 2 heures de route pour avoir accès à la justice. Cette situation est scandaleuse et elle concerne tous les territoires ruraux. La proximité entre justice et justiciable est nécessaire pour assurer correctement ce service public essentiel à notre pacte républicain. La réouverture en 2015, grâce à Christiane Taubira du tribunal de Saint-Gaudens, après 5 ans de fermeture, allait dans ce sens. Le tribunal de Toulouse est engorgé de dossiers relatifs à la délinquance juvénile et de ce fait, les incivilités et les petits délits ne peuvent être jugés rapidement et ne sont parfois pas jugés du tout. Cette situation encourage les phénomènes de récidive et conduit à terme à une dégradation de la justice rendue dans nos territoires. L'absence de juridiction pour mineurs met en danger certains enfants victimes de violences intrafamiliales et prive des familles de mesures d'assistance éducative dont ils auraient besoin. Monsieur le garde des Sceaux, comptez-vous véritablement réparer la justice comme vous vous y étiez engagé ? Alors je ne doute pas que vous donnerez suite à la demande des habitants, mais aussi des élus du Comminges et du Savès en créant un poste à temps plein de magistrat pour enfants au tribunal de Saint-Gaudens. Je vous remercie.
Merci. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Aviragnet, vous m'interrogez sur la juridiction de Saint-Gaudens, qui est la plus petite juridiction de notre pays. Elle a été supprimée par la droite, vous l'avez rappelé, en 2008. Elle a été réinstaurée en 2015. Il n'y a jamais eu de juge pour enfants. Que les choses soient très claires. Et je dois vous informer, vous semblez ne pas le savoir, que les chefs de cour à Toulouse ne réclament pas à la direction des services judiciaires le magistrat que vous appelez de vos voeux. Je veux également vous dire que c'est Toulouse qui se charge, bien sûr, dans le cadre d'audiences foraines, monsieur le député, en matière notamment d'assistance éducative, du contentieux, naturellement, qui n'est pas délaissé. Je veux encore vous dire, parce que c'est extrêmement important, que récemment, Saint-Gaudens a vu ses effectifs augmenter de plus de 12% par la mise en œuvre de la justice de proximité, tant en matière pénale qu'en matière civile. Je suis extrêmement attentif, monsieur le député, à ce que toutes les juridictions soient dotées de moyens et de magistrats et de greffiers supplémentaires. Et d'ailleurs, nous avons réouvert un certain nombre de juridictions qui avaient fermé leurs portes. Enfin, puisque ces murs ont sans aucun doute des oreilles, ils ont aussi une mémoire. Sous notre mandature, c'est plus 33%, 650 magistrats de plus, 850 greffiers de plus, 3500 emplois publics recrutés dans le plus grand plan d'embauche. Sous votre mandature, c'est 27 magistrats, une hausse du budget de 15%, la moitié moins. Ce gouvernement, monsieur le député, a fait mieux en 2 ans que vous en 5 ans. Maintenant, ce n'est jamais assez et c'est le rôle des États généraux de régler cette question, bien évidemment, et nous y travaillons. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, quelques secondes. Monsieur le garde des Sceaux, vous auriez continué, vous alliez m'annoncer que c'est vous qui aviez rouvert le tribunal de Saint-Gaudens. Franchement. Dimanche, dans une salle de 10 000 personnes, alors que se déversaient en flot continu des propos qui fustigeaient notre République, ses valeurs et ses principes, 15 jeunes, filles et garçons de notre République, membres de SOS Racisme, se sont levés pacifiquement au milieu de cette foule haineuse pour dire simplement non au racisme. Loin d'un acte de provocation condamnable, l'histoire retiendra qu'elles et ils ont fait un acte de résistance courageux à ce qu'il pourrait advenir si la banalisation continue. Merci à elles et eux qui ont été ce jour-là des petites bougies qui s'allumaient dans la tombée de la nuit. Immédiatement, ils ont été passés à tabac avec une violence inouïe par des nervis fascistes dont plusieurs sont déjà identifiés. Leur appartenance à des groupes violents connus, puisqu'ils agissaient en toute impunité, ne se souciant même pas d'être filmés. Interrogé sur ce sujet, leur candidat a répondu « Je ne veux pas calmer les ardeurs de mes supporters ». Dans la même salle, la liberté de la presse, pilier de notre démocratie, a été souillée. Des journalistes de quotidiens, de Mediapart, ont été pris à partie, insultés, violentés et exfiltrés. La parole extrémiste anti-républicaine, raciste et antisémite est libérée et a même des médias importants à son service exclusif. Elle a libéré à son tour la violence physique. Monsieur le ministre, quelles sont les actions engagées ? Plusieurs réseaux violents ou même préparant des attentats d'extrême droite sont l'objet d'enquêtes et de poursuites. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de cette menace dans notre pays, de son ampleur et des risques qu'elle fait peser sur notre démocratie ? Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur Éric Dupond-Moretti. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Assouline, la justice, vous le savez, est saisie des faits que vous évoquez. Et naturellement, le garde des Sceaux ne peut pas intervenir dans une affaire en cours parce que,
Contrairement à ce qu'a dit celui qui était à la tribune, les juges de ce pays sont totalement indépendants et ils en font la démonstration tous les jours. Le parquet de Bobigny a été saisi et toute la lumière sera faite sur ces violences. Mais disons-le très clairement, les violences sont partout. Elles sont effectivement dans le meeting, elles sont également dans le discours. Et je voudrais qu'on s'arrête 2 petites secondes. Voilà quelqu'un qui, le menton haut dans la rodomontade, nous explique depuis des mois et des mois qu'il veut rétablir l'ordre républicain qui, selon lui, serait déliquescent. Et il est incapable d'assurer la sécurité dans son propre meeting. Voilà la réalité. Comme disait ma grand-mère, une femme du Nord, avec la sagesse des gens du Nord, quand tu veux ranger la rue, commence par ranger ta chambre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'ensemble du personnel du secteur médico-social est en première ligne depuis le début de la pandémie. Et pourtant, une partie d'entre eux est encore aujourd'hui exclue de votre politique. Pour eux, pas d'augmentation de 183 €, pas de reconnaissance du travail accompli, contrairement à leurs collègues du secteur sanitaire et des EHPAD. En réaction à ces manquements, salariés et employeurs du secteur médico-social à but non lucratif, et notamment du champ du handicap, s'organisent. Partout en France, ils manifestaient le 30 novembre. Ils scandaient leur colère face à un Ségur inachevé, face à des inégalités de traitement injustifiées. Preuve de l'urgence et de la gravité de la situation, la mobilisation des employeurs est totale. En Dordogne, ils se sont rassemblés au sein d'un collectif pour défendre leurs salariés. Épuisés, découragés, désabusés, ces derniers fuient vers des postes mieux rémunérés. Démissions, difficultés de recrutement, fermeture de places, de lits et demain d'unités entières. Les craintes sont nombreuses. Monsieur le ministre, l'accompagnement et la sécurité des personnes en situation de handicap ne se résument pas qu'aux soins. Et aujourd'hui, leur prise en charge se dégrade. Les accords du Ségur doivent s'appliquer à l'ensemble des travailleurs du secteur social et médico-social. Combien de temps, monsieur le ministre, devront-ils encore attendre? Combien de démissions, de postes vacants, de réductions de services, d'interruptions ou de refus d'accueil vous faudra-t-il pour réagir? Madame Cluzel, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le sénateur, oui, le Ségur se poursuit. Le Premier ministre l'a annoncé en avance de phase. Ce qui était prévu au 1er janvier, avec une enveloppe de plus de 500 millions, a été avancé au 1er novembre pour l'ensemble des soignants et des paramédicaux. C'est ainsi que nous avons été alertés en effet par les problèmes de recrutement et nous avons voulu être à côté des organismes gestionnaires des établissements pour personnes en situation de handicap. Et j'appelle tous les employeurs à le faire sur la fiche de paye de novembre et de décembre. Ils ont l'argent, l'État a été à leur côté. Et comme l'a annoncé monsieur le Premier ministre lors de notre déplacement il y a plus d'1 mois dans un établissement pour polyhandicapés, nous travaillons avec une grande conférence annoncée sur les métiers de l'accompagnement social pour les éducateurs et tout le reste, en effet, de ces personnels que je tiens à saluer pour leur action aux côtés des personnes en situation de handicap notamment. Nous y travaillons avec aussi les fédérations des employeurs, avec les départements. Et je tiens à rappeler que les 20 000 salariés soignants qui relèvent des départements ont été financés par l'État aussi en avance de phase au 1er novembre. Donc vous le voyez, c'est une mobilisation générale en effet. Je tiens encore une fois à rappeler à l'ensemble des personnes en situation de handicap et leurs accompagnements comment ils ont été accompagnés et comment ils le seront encore pour justement revaloriser, prendre tout à fait part à l'expertise qu'ils ont. Nous avons nommé Denis Piveteau pour travailler justement sur l'accompagnement et la revalorisation, la reconnaissance, les passerelles possibles sur ces métiers si importants en effet pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. Soyez assurés de la mobilisation du gouvernement à côté de ces professionnels et des personnes en situation de handicap. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Ferropem, filiale du groupe Ferroglobe, emploie près de 1000 salariés en France,
avec notamment 4 sites en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette entreprise spécialisée dans la production de silicium et de ferro-alliage connaît depuis 3 ans des difficultés économiques. D'une part, cette industrie hyper électro-intensive supporte les coûts de fourniture d'énergie plus élevés que ses principaux concurrents européens ou chinois. D'autre part, elle a dû faire face ces dernières années à la concurrence déloyale chinoise qui a entraîné une baisse de ses prix, alors même que les autres États se sont protégés de façon efficace grâce à des mesures anti-dumping beaucoup plus fortes qu'en Europe. À titre d'exemple, les droits anti-dumping sont de 17% en Europe, quand ils sont de 53% en Australie ou de 122% aux États-Unis. Madame la ministre, cette filière est stratégique car il s'agit de métaux clés pour la transition énergétique, notamment les panneaux photovoltaïques, mais aussi l'électronique et la production de semi-conducteurs. Cette filière doit être préservée car elle est essentielle à notre souveraineté industrielle. Les salariés, les collectivités, les élus se sont mobilisés. Malheureusement, si le plan de sauvegarde de l'emploi vient d'être levé sur le site isérois, ce sont encore 221 emplois qui sont menacés sur le site de Château-Feuillet en Savoie. C'est un gâchis industriel, un drame humain pour tous les salariés dont l'emploi est menacé. Madame la ministre, alors que s'ouvre la présidence française de l'Union européenne, envisagez-vous d'agir pour obtenir une augmentation des mesures anti-dumping européennes et pour que ces industries hyper électro-intensives puissent bénéficier des prix de l'Arenh sur l'ensemble de leur consommation? Enfin, où en est l'état de vos discussions avec la maison mère Ferroglobe pour le maintien de l'activité sur le site savoyard en vue d'une solution de reprise sérieuse qui préserverait emplois et savoir-faire? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'industrie, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Blatrix-Contat. Je suis personnellement la situation des sites de Ferropem depuis 3 ans, parce que ça fait depuis 3 ans, et bien avant la question du prix de l'électricité que vous mentionnez, que nous sommes mobilisés pour accompagner Ferropem et trouver des solutions pour l'ensemble des sites industriels français. Vous le savez, Ferropem a fait face à une restructuration financière particulièrement importante, mondiale, qui a pesé sur le devenir de ces sites. Je veux d'abord dire que grâce à cette action et à laquelle je vais associer tous les élus locaux, je veux de tous bords d'ailleurs, je veux mentionner évidemment Jean-Charles Collaroy, Anthony Sellier, Vincent Rolland, Hervé Guémard, Émilie Bonivard, Marie-Noëlle Battistel, et j'en oublie certainement, qui, eux, sont depuis 3 ans sur le sujet, peut-être avec moins d'opportunisme que certains candidats à la présidentielle, que nous avons des solutions pour 5 des 6 sites de Ferropem. Sur le 6e site, je veux le dire aussi, nous n'allons évidemment pas les laisser tomber. Les salariés et leurs représentants que j'ai rencontrés savent pouvoir compter sur moi. Nous avons plusieurs solutions de reprise que nous allons essayer de faire arriver jusqu'au bout, des solutions industrielles. J'ai demandé à Ferropem que nous puissions considérer des solutions de concurrents de façon à ce que toutes les options soient ouvertes pour les salariés. Je veux également dire que nous avons agi sur la question de la compétitivité énergétique. Vous avez vous-même voté sur ces bancs un amendement gouvernemental sur les entreprises hyper électro-intensives et que s'agissant des mesures anti-dumping, la France était évidemment à la manœuvre. Elle a encore obtenu des avancées cet été. Donc oui, nous allons continuer à accompagner cette industrie stratégique. Vous avez raison de le souligner. Madame Blatrix-Contat. Merci Madame la Ministre. Il y a urgence à agir. Votre gouvernement communique beaucoup sur la réindustrialisation. Il faut aboutir très vite sur ce projet.